Bonjour, je suis du service informatique. J'appelle parce qu'on a une alerte de sécurité sur votre compte. Est-ce que vous pourriez juste me confirmer votre identifiant et votre mot de passe pour que je puisse vérifier? C'est la procédure standard, vous savez. Vous hésitez? C'est normal, c'est cette petite voix, là, cet instinct, qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond. Et si je vous disais que cette hésitation, eh bien c'est justement votre meilleure défense. Parce que ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas le début d'un piratage technique, non. C'est une performance. C'est une technique d'ingénierie sociale qu'on appelle le pretexting. Ici, l'arme, ce n'est pas une ligne de code, c'est une histoire bien ficelée. Alors, plongeons un peu dans cet art de la manipulation. Le pretexting, c'est un véritable théâtre. L'attaquant, il est à la fois scénariste, metteur en scène et acteur principal. Et son objectif, c'est de vous faire jouer un rôle dans sa pièce, sans même que vous vous en rendiez compte. Voilà, la définition formelle. En gros, l'attaquant crée un prétexte, un scénario de toute pièce pour une seule et unique raison: gagner votre confiance. Il ne s'attaque pas à votre ordinateur, non, il s'attaque directement à notre psychologie, à notre tendance naturelle à vouloir aider, à faire confiance. Ce qui est assez fascinant, c'est que la plupart de ces attaques, en fait, elles suivent une structure très simple. On peut les décomposer un peu comme une pièce de théâtre en 4 actes. Et une fois qu'on connaît ces actes, on commence à voir les ficelles. Alors, c'est quoi ces fameux actes? Eh bien d'abord, on a le rôle, c'est-à-dire l'identité que l'attaquant va endosser. Ensuite vient le contexte, l'histoire qu'il invente. Après ça, la pression, la tactique pour nous faire agir sans réfléchir. Et enfin, le but de toute l'opération, l'extraction. D'accord, allons-y pour le premier acte. Tout commence par le choix d'un costume. L'attaquant doit devenir quelqu'un d'autre, une personne crédible, une figure d'autorité, ou juste quelqu'un qui n'éveille absolument aucune méfiance. Le point crucial ici, c'est que le rôle choisi est souvent celui d'une personne qu'on n'a pas vraiment envie de questionner ou de déranger. Un technicien de l'IT qui doit faire une mise à jour urgente, un employé de banque qui vous parle d'une transaction suspecte. La crédibilité du personnage, c'est vraiment la pierre angulaire de toute l'opération. On passe à l'acte 2. Maintenant que notre personnage a son costume, il lui faut un scénario, une raison logique pour entrer en contact. L'attaquant ne va pas juste demander des infos, il va créer une situation qui rend sa demande parfaitement plausible. Le prétexte doit être à la fois simple et terriblement efficace. Une erreur de facturation en votre faveur, une vérification de sécurité de routine, tous ces contextes jouent sur des situations assez familières qui endorment notre vigilance. C'est malin. Et voilà l'acte où tout s'accélère, la pression. L'objectif ici, c'est d'empêcher la cible de prendre le temps de réfléchir. L'attaquant va donc créer un sentiment d'urgence ou au contraire, de normalité absolue pour court-circuiter notre esprit critique. Cette pression, elle peut être négative, comme la peur de perdre l'accès à son compte, ou alors positive, comme la peur de rater une offre incroyable. Une autre tactique, c'est la pression sociale. Ah, mais votre collègue vient de le faire. Le but est toujours le même, pousser à agir vite, sans réfléchir. Et enfin, le dénouement. L'acte 4. C'est le véritable objectif de toute cette mise en scène. Après avoir joué son rôle, posé le contexte et mis la pression, l'attaquant passe à la récolte. C'est là qu'il obtient ce pourquoi il est venu. Le butin n'est pas toujours ce qu'on imagine. Bien sûr, ça peut être un mot de passe, mais ça peut aussi être un code de validation à usage unique, une information interne qui a l'air de rien, ou même un simple accès temporaire qui va servir de porte d'entrée pour une attaque bien plus grosse. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, voyons comment cette pièce se joue dans le monde réel. On va analyser ensemble une attaque qui a vraiment eu lieu. Regardez ça. Un email de phishing classique qui ciblait les clients du PC Cablecom. Il promet un remboursement. À première vue, ça a l'air plutôt légitime, non? Mais en réalité, c'est un piège parfaitement orchestré. Allez, on le décompose. Premier acte, le rôle. L'attaquant utilise le logo, le nom et même le ton d'une entreprise connue, UPC Cablecom. Pour la plupart des gens, l'expéditeur a l'air tout à fait crédible. Le costume est enfilé. Deuxième acte, le contexte. Le scénario est simple mais hyper efficace. On vous doit de l'argent. Franchement, qui ne serait pas intéressé? L'idée d'une facture payée en double, c'est une raison à la fois crédible et alléchante pour nous pousser à agir. Troisième acte, la pression. Ici, elle est assez subtile. Il n'y a pas de menace directe, mais plutôt une pression positive. L'envie de récupérer son argent le plus vite possible, ça crée une sorte d'urgence psychologique. Et ça incite à cliquer sans trop vérifier. Et l'acte final, l'extraction. Le lien, bien sûr, mène à une fausse page qui demande toutes les informations de la carte de crédit pour, soi-disant, confirmer le remboursement. En réalité, c'est là que le vol a lieu. La pièce est terminée et l'attaquant a eu ce qu'il voulait. Cet exemple, il illustre parfaitement pourquoi le pretexting est si dangereux. Parce que, on va le voir, la technologie n'est souvent qu'un détail dans l'histoire. La véritable faille de sécurité, elle n'est pas dans le code. La vraie cible, c'est nous. C'est l'humain. C'est ce qu'on appelle le piratage de l'humain. Franchement, pourquoi passer des mois à essayer de casser des défenses techniques super complexes quand on peut simplement raconter une bonne histoire et convaincre quelqu'un d'ouvrir la porte de l'intérieur? Et c'est là tout le secret.
C'est vraiment le message clé à retenir de tout ça. Le succès d'une attaque par prétexting est directement lié à la crédibilité de son histoire. Une histoire crédible, ça désactive notre esprit critique. C'est aussi simple que ça. Finalement, le prétexting nous rappelle que la cybersécurité, ce n'est pas seulement une affaire de pare-feu et d'antivirus. C'est aussi un théâtre social, une scène sur laquelle se jouent constamment des histoires de confiance et de tromperie. La question n'est donc plus seulement est-ce que mon système est sécurisé, mais plutôt, quand quelqu'un raconte une histoire en ligne, comment faire la différence entre la personne et le personnage qu'elle prétend être. Prendre une pause, vérifier, c'est peut-être le seul moyen de vraiment le savoir.